Bien, bonjour. Donc, je vais vous parler de la vulgarisation des sciences et je vais traiter ça à partir de l'évolution historique de certains concepts de la physique à partir donc de la période qui débute dans les années 400 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la période d'Aristote et de Ptolémée, qui vient un peu plus loin, puis jusqu'à la période assez récente qui est celle de la relativité restreinte et générale, en passant par la physique de Galilée, la physique de Newton, etc. Voilà, alors l'objectif, pourquoi je vous parle de ça? L'objectif, c'est de vulgariser certains concepts physiques qui sont des concepts de base, comme la chute des corps par exemple, et donc de voir comment un tel concept, un tel phénomène physique en fait, a évolué au niveau de sa compréhension et de son interprétation, comment il a évolué au fur et à mesure de l'avancement des découvertes scientifiques et l'avancement de l'explication des phénomènes naturels. Voilà, donc ça c'est le premier objectif. Pourquoi ça? Pour en tirer les enseignements sur le principe de la démarche scientifique. Donc je vous montrerai un peu à travers, à chaque fois que je parlerai d'une période un peu de temps déterminé, donc j'essaierai de tirer les enseignements pour vous dire voilà comment la démarche scientifique a opéré, quels sont ses principes, quelle est la nature des vérités auxquelles la démarche scientifique a abouti et quelles sont les limites qu'elle ne peut pas dépasser. Voilà, et en dernier objectif également, c'est de tirer les enseignements de tout ça pour expliquer et surtout pour parler des fausses interprétations que l'on rencontre dans nos sociétés, qu'elles soient en Tunisie ou dans d'autres pays, qu'ils soient avancés ou pas avancés. Nous verrons que beaucoup de concepts sont expliqués ou interprétés de manière qui n'est pas correcte, et on essaiera d'expliquer par exemple qu'est-ce que le temps, comment la notion de temps est expliquée, la notion de Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, etc. Voilà un peu l'objectif de l'exposé. Alors cet exposé va comporter 5 grandes parties. La première va parler donc de la période des Grecs, donc comme je l'ai dit, la période avant Jésus-Christ, donc 400 ans avant Jésus-Christ environ. La deuxième parlera donc comment la rupture a eu lieu avec les Grecs, avec le concept d'univers par exemple chez les Grecs, et comment cette rupture a commencé à apparaître notamment avec Copernic et Galilée, et beaucoup avec Newton, qui a commencé la mathématisation de la physique et qui a complètement donc révolutionné l'approche des phénomènes physiques qu'il y avait donc au niveau de Aristote par exemple. Donc ça c'est la deuxième partie. La troisième, on passera à la relativité restreinte avec Einstein, qui lui aussi a introduit des concepts, alors là, complètement révolutionnaires également, qui parlent donc de la relativité du temps, puisque le temps n'est plus unique et il dépend de la vitesse, il dépend du référentiel dans lequel on est. Donc c'est des nouveaux concepts, il y a la notion de vitesse de la lumière qu'on ne peut pas dépasser, etc. etc. Donc la troisième partie traitera de tous ces concepts-là. Ensuite, donc la quatrième partie, je vous parlerai de l'interprétation de l'ensemble de ces concepts et je citerai quelques exemples d'utilisation notamment de la relativité pour expliquer l'expansion de l'univers, le Big Bang supposé donc être à l'origine donc de
de l'apparition d'un certain nombre de phénomènes et de l'univers d'une manière générale. Donc, quatrième partie. Et enfin, la conclusion, c'est la cinquième partie, dans laquelle donc, je ferai les enseignements généraux pour dire voilà ce que la physique, comment la physique procède pour expliquer des phénomènes, la démarche scientifique, comment elle opère, quelles sont les vérités, quelle est la nature des vérités scientifiques et quelles sont les limites que la physique ne peut pas dépasser. Voilà, donc je commencerai, si vous voulez, par la première partie, donc la physique chez les Grecs, donc chez Aristote, et puis un petit peu chez Ptolémée. Alors, Aristote, je rappelle qu'il a vécu dans les années 400 avant Jésus-Christ, plus exactement, donc il était né en 380 et il est mort en 322 avant Jésus-Christ, et il considérait qu'il y avait trois catégories de corps. Les corps, donc, que l'on retrouve sur la Terre et dans l'univers, il y en a trois catégories, et chaque catégorie de corps a un mouvement naturel qui lui est caractéristique. Donc, par exemple, la première catégorie de corps, ce sont les corps lourds, comme une pierre. La caractéristique des corps lourds, c'est qu'ils tombent. Quand on jette une pierre, la pierre tombe. On verra l'explication juste après. La deuxième catégorie de corps, c'est les corps légers. Alors, les corps légers, les caractéristiques de ces corps légers, c'est qu'ils montent. Ils montent, donc la vapeur, par exemple, de la fumée, monte vers le ciel, et donc c'est la caractéristique des corps légers. Troisième catégorie, c'est les corps qu'on appelle les corps célestes. Alors, les corps célestes, il y en a peut-être deux, on peut distinguer deux sous-catégories. Il y a les planètes qui tournent, et il y a les étoiles qui sont fixes. Donc, toujours, on associe une catégorie de corps avec un mouvement. Donc, je reprends les corps lourds qui tombent, les corps légers qui montent, les corps célestes qui tournent comme les planètes ou qui sont fixes comme les étoiles. Voilà l'explication de l'univers chez Aristote. Et l'univers d'une manière générale, pour appliquer donc la nature de ces corps-là sur le concept de l'univers, il est composé, lui, de deux grandes parties. Il y a le monde terrestre, dans lequel nous vivons, qui est, qu'on appelle aussi le monde sublunaire, qui change et qui est en constante évolution. Et alors Aristote dit qu'il est soumis à la corruption, c'est-à-dire qui est dégradé par le temps et donc qui évolue au fil du temps. Donc ça, c'est le monde terrestre. Et puis il y a le cosmos qui est considéré comme le monde parfait des astres, qui lui est immuable et qui est soumis à des lois qui sont complètement différentes des lois terrestres, parce que ce sont des lois qu'Aristote appellera comme étant des lois divines, qui sont donc différentes des lois terrestres. Donc voilà, donc univers, deux grandes catégories, le monde terrestre et le cosmos. Donc, plus précisément, le monde terrestre, comment il est constitué. Donc, vous savez que Aristote reprend en fait le concept qui a été initié bien avant lui, à savoir que les constituants des corps terrestres proviennent de quatre éléments originaux qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Ce sont les quatre constituants qui sont donc des éléments originaux et qui, donc, en se mélangeant, ont engendré les corps que nous voyons autour de nous et qui donc sont un mélange plus ou moins important de chacun de ces quatre éléments originaux. Et à l'état initial, disons avant ce qu'il appelle la corruption du monde, à l'état initial, ces quatre éléments étaient dans des sphères de manière structurée, c'est-à-dire il y avait la terre qui était au milieu, l'élément terre qui était au milieu, ensuite il était enveloppé par l'élément eau,
puis vient l'élément air qui est au-dessus, et en dernier lieu l'élément feu qui donc recouvre l'ensemble. Donc voilà un peu comment Aristote voyait les 4 éléments originaux et leur état naturel qui était dans, chacun dans une sphère particulière. Et alors le principe même, comment Aristote explique le mouvement des corps, il considère que le principe c'est que chaque élément essaye de retrouver son état originel. Donc chaque corps essaye de rejoindre l'état initial dans lequel il était. Donc par exemple, une pierre qui est donc un corps lourd, une pierre a tendance à revenir à sa sphère originale qui est la Terre, qui est au centre. Donc quand on lance une pierre, elle va tomber pour rejoindre le centre. Donc ça c'est l'explication du mouvement des corps. La fumée par exemple ou le feu, qui sont donc dans les sphères 3 et 4, donc l'explication du mouvement naturel de l'air et de la fumée et du feu, c'est que ce sont des éléments qui vont monter pour rejoindre leur état initial. Donc voilà un peu l'explication du mouvement des corps par Aristote. Alors après il y a d'autres explications qui traitent de la qualité d'un corps, entre un corps humide, un corps sec, et là aussi il reprend les 4 éléments originaux qui chacun a une qualité particulière, c'est-à-dire le chaud, le sec, le froid et l'humide. Voilà les 4 qualités. Et par exemple, en se mélangeant avec des proportions plus ou moins importantes, un corps acquiert une qualité plus ou moins marquée. Un corps peut être froid, un corps peut être humide si dans le mélange il y a plus d'eau par exemple dans son mélange, etc. Donc voilà une explication très, si on peut dire, philosophique de la constitution du monde et du mouvement des corps. Donc ça c'est le monde terrestre, pardon. Maintenant au niveau du monde céleste, le monde céleste, donc il est, je rappelle, considéré comme un monde parfait et immuable. Donc il n'est pas soumis donc à des modifications, et sa configuration est la suivante. Il y a la Terre qui est au centre. La Terre est entourée des astres, et les astres, Aristote considère qu'il y en a 7, et 7 est considéré comme un nombre magique, hein, pas uniquement en Tunisie. Donc les 7 éléments, les 7 astres sont la Terre, qui tournent autour de la Terre, pardon. Donc les 7 astres sont la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Donc ces 7 astres-là tournent tout naturellement autour de la Terre de manière régulière en suivant un mouvement uniforme, et donc c'est un cercle qui tourne autour le mouvement est circulaire autour de la Terre. Donc ça c'est le mouvement des astres. Ensuite il y a les étoiles qui sont alors les éléments les plus idéaux, disons, et les étoiles sont considérées comme fixes, et ils sont donc au-dessus de la sphère des 7 astres, et vous avez donc toute la sphère des étoiles fixes dans laquelle il y a un certain nombre d'étoiles qui donc ne bougent pas et qui sont donc positionnées sur cette sphère fixe. Et donc voilà un peu la configuration de l'univers. Donc la Terre au centre, les 7 astres qui tournent autour, dans un mouvement circulaire. Alors le mouvement circulaire, là aussi, pourquoi circulaire? Parce que Aristote considère que le cercle, c'est le mouvement qui est le plus parfait, et le mouvement le plus fondamental, qui ne peut pas subir d'altération, puisqu'il se ferme sur lui-même, et donc il n'y a pas, comme le mouvement
sur une droite, par exemple, où on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, le mouvement circulaire, il est tout le temps renouvelé, et il considère donc que ce cercle-là, qui est un mouvement donc parfait, que donc les astres doivent nécessairement suivre un mouvement circulaire, vu que c'est le mouvement parfait et que les astres sont donc des éléments également parfaits, donc ils doivent suivre ce type de mouvement. Voilà un peu donc la notion de mouvement circulaire, uniforme également, je le rappelle parce que nous le verrons beaucoup chez Galilée après. Donc les astres ont un mouvement donc, autour d'un cercle, et ce mouvement il est uniforme. Même chose, pourquoi uniforme? Parce que le mouvement uniforme est un mouvement parfait, parce que s'il était accéléré par exemple, on ne saurait pas quand est-ce qu'il devrait s'arrêter, et donc Aristote considère que le mouvement uniforme c'est le mouvement le plus pur et le plus logique pour donc expliquer le mouvement des astres. Voilà, donc vraiment c'est un mouvement, c'est une explication qu'a Aristote de l'univers qui est complètement intuitive, si on veut, qui utilise donc des concepts philosophiques et qui, bien sûr, aujourd'hui nous semblent un peu, disons, tirés par les cheveux, mais n'oublions pas que cette explication du monde, donc dans les années 400 avant Jésus-Christ, elle a duré et elle a été acceptée pendant près de 2000 ans. Près de 2000 ans, donc depuis Aristote, on a toujours considéré que l'explication de l'univers était celle qui était présentée par Aristote, jusqu'à ce que, donc nous le verrons plus tard, Galilée a remis en question ce type d'explication. Voilà, donc ça c'est le monde céleste d'Aristote. Alors maintenant la chute des corps, puisque j'ai dit qu'on allait parler beaucoup de chute des corps, la chute des corps chez Aristote, elle s'explique donc là aussi par des considérations très logiques et basées sur à la fois sur l'expérience et sur la réflexion philosophique, puisque pour expliquer la chute des corps, nous avons vu tout à l'heure que Aristote considère que chaque corps essaye de rejoindre son état initial. Donc ça, c'est ce qui explique le fait qu'une pierre tombe, et au niveau de la vitesse de la chute des corps, eh bien Aristote considère que les objets lourds tombent plus vite que les objets légers, et il donne l'exemple d'un fruit qui tombe d'un arbre, et donc il est évident que le fruit qui va tomber, il va tomber plus rapidement que la feuille qui se détache de l'arbre. Donc Aristote dit le gland tombe plus vite que la feuille de chêne, ce qui est tout à fait évident en observant donc la nature, comment donc la chute des corps se produit. Donc les corps lourds tombent plus rapidement que les corps légers. Ce qui, bien entendu, hein, on le verra plus tard, n'est pas exact, et il a été remis en question par Aristote et beaucoup par Newton par la suite. Donc, premier élément, la chute des corps, il n'y a pas d'uniformité de la vitesse de chute, les corps lourds tombent plus rapidement. Deuxième élément, c'est que les corps tombent selon un mouvement accéléré. Un mouvement accéléré, par quoi ce mouvement accéléré est expliqué? Là aussi, c'est des explications intuitives, et Aristote considère que comme le corps, selon donc la composition des 4 éléments, essaye de retrouver son état originel, donc quand il va tomber, il va se rapprocher de la Terre, et plus il se rapproche de la Terre, il va avoir tendance à accélérer. Pourquoi? Alors Aristote compare au mouvement d'un cheval qui retourne à son écurie. Et il dit que le cheval qui retourne à son écurie, quand il s'en approche, il va donc avoir tendance à accélérer parce qu'il rentre chez lui, et plus il se rapproche de chez lui, de son écurie, plus il accélère son mouvement. Donc voilà comment Aristote fait le parallèle et
il essaye d'argumenter un peu plus le fait que le mouvement des corps tombe en un mouvement accéléré. Troisième élément, toujours qui explique le mouvement et la vitesse des corps, c'est la notion de vitesse d'un corps. Alors, Aristote, là aussi, dit que un corps est immobile, en général, et il ne peut être animé d'une certaine vitesse que si on applique une force à ce corps-là. Donc, un corps est immobile. Quand on le pousse, par exemple, une grosse pierre, quand on la pousse, elle va être animée d'un mouvement, et dès qu'on arrête la force de pousser, le corps s'immobilise et il n'a plus de vitesse. Donc, là aussi, c'est un constat que fait Aristote, oui, et qui va être, bien sûr, contredit par les philosophes à partir de Galilée et autres, et de Newton surtout. Donc, Aristote considère que le fait que le corps n'est animé de vitesse que s'il est soumis à une force, ça veut dire qu'en utilisant les concepts d'aujourd'hui, si vous voulez, en formule mathématique, ça veut dire que la force est égale à k fois la vitesse, donc k est un coefficient de proportionnalité, donc F égale kV, et donc ça veut dire que si F égale 0, la vitesse égale 0. Voilà. Comme vous le savez aujourd'hui, ce n'est pas F égale kV, c'est F égale k fois gamma, F égale m gamma, gamma étant l'accélération, et donc la force est proportionnelle à l'accélération et pas à la vitesse, bien entendu. Voilà donc les interprétations d'Aristote et l'explication d'Aristote, et on verra au fur et à mesure comment plusieurs de ces explications donc, ont été erronées, malgré le fait qu'elles aient duré environ 2000 ans. Alors, autre chose qu'a apporté Aristote, donc il ne s'est pas contenté d'expliquer ces phénomènes, il a essayé d'apporter la preuve que la Terre était immobile. La Terre était immobile, selon lui, de façon très simple. Il propose de faire l'expérience suivante, donc c'est donc un individu qui a une pierre à la main. Quand il va lancer cette pierre, elle va tomber au pied de l'individu, c'est normal. Donc ça, c'est le fait que le corps tombe à la verticale. Par contre, donc, si la Terre était mobile, donc si la Terre était en rotation par exemple, ce mouvement-là ne se retrouve pas à l'identique, puisque si la Terre tourne, la pierre, elle va tomber de manière décalée, puisque entre-temps la pierre est tombée à la verticale, si on veut, mais l'individu qui est sur la Terre, il a bougé, puisqu'il est sur la Terre, et la Terre a tourné, donc lui, il a tourné avec. Et donc le mouvement de la pierre ne va pas tomber au pied de l'individu. Or, comme l'expérience montre que ce n'est pas le cas, que la pierre tombe toujours au pied de l'individu, Aristote conclut que c'est ça la preuve que la Terre est immobile. Voilà, c'est une explication très naturelle. Alors, cette explication, même chose, elle a été acceptée pendant 17 siècles. Et ce n'est que dans les années 1500 qu'un certain Giordano Bruno, qui est un religieux catholique dominicain, a remis en question cette explication ou cette démonstration